Antoine est en terminale à sa nouvelle école. C'est Johan qui va, sans de sixième, va devenir... Non, on ne dirait pas. Hein. Va devenir secrétaire de séance. Qui est pour? Oui. Bien, merci beaucoup. Johan, une belle unanimité. Bien, voilà. Bonsoir. Hélène Roubolène. Présente. Marie-France Lefort. Procuration à Jean-Paul D. Beaucoup d'accents. Hein. Daniel Bouiran. Présent. Marie-Louise Padouce. Présent. Jean-Paul Blé. Présent. Marielle Veuillet. Présente. Johan Michelouzi. Présent. Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Présente. Guillaume Volant. Procuration à Françoise Combe, mais Dominique Chêne. Présent. Gaël Barthélémy Lassagne. Procuration à Michel Yoto. Michel Lyoto. Présent. Françoise Comhoc. Joël Albanese. Présent. Nicole Ferrus. Présent. Michel Giraud. Procuration à Daniel Bouiran. Sonia Marcelli. Procuration à Béatrice Bonfillon. Elle va arriver en retard peut-être, non? Non. Elle n'est pas là. Ce sont les vacances. Audrey Bonnet. Procuration à Fatma Poit-Clément. Françoise Cailleul. Présent. Fatma Claude Clément. Présent. Antoine Foix. Procuration à Marie-Dominique Badous. Emmanuel Dutavant. Procuration à Hélène Rougeon. Ensuite. Michel Ventre. Pardon, j'ai oublié Edith Lasperche. Présent. Michel Ventre. Normalement, il devrait arriver. Jean-François Duheux. Agnès Pellens. Présent. Marc Lévy. Présent. Benoît Jacquier. Procuration en Marc Lévy. Hervé Poussin. Présent. Alors, dans ce premier temps, nous avons l'approbation du compte rendu du conseil municipal précédent. Vous devez avoir à votre place. Monsieur Poussin, qu'est-ce qu'il nous a? Oui, bonsoir, bonjour Madame la maire, bonjour Mesdames et Messieurs les élus. C'était juste pour signaler qu'aujourd'hui c'était un jour particulier, donc je ne sais pas si c'était fait exprès. Ah oui, on est au jour où on a utilisé toutes les ressources pour l'année. Exactement, c'est le jour du dépassement. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a utilisé tout ce que la planète peut produire dans une année. Et ce jour-là, ben, malheureusement, chaque année, il vient de plus en plus tôt. Voilà. Donc c'était juste, puisque c'était aujourd'hui, l'occasion de le signaler et de le marquer au compte rendu éventuellement pour faire prendre conscience que, comme il dirait l'autre, on vit à crédit, sachant qu'on ne sait pas qui c'est qui va pouvoir rembourser. Voilà. Merci. Bien, ceci étant dit, regardons donc le compte rendu du conseil. En ce qui me concerne, je voterai contre ce compte rendu qui contient une remarque assassine concernant un vote contre, il paraît qu'on vote contre les subventions aux associations. C'est quelque peu réducteur, donc je voterai contre ce compte rendu. Alors, concernant, c'était ma remarque. Concernant ma remarque, donc j'ai pas dit que vous votiez contre, j'ai dit que vous n'avez pas toujours voté pour. Donc si vous voulez, on le met au compte rendu. Donc la séance du 26 mai 2014, vous avez subvention aux associations, abstention. La séance du 21 décembre 2015, abstention, concernant toujours les subventions aux associations. La séance du 29 mars 2016, abstention, subvention aux associations. La séance du 30 mai 2016, abstention, concernant les subventions aux associations. La séance du 27 mars 2017, abstention et contre, concernant les subventions aux associations. Le 29 mai 2017, abstention et contre, concernant les subventions d'associations.
Et le 28 mai 2018, abstention. Voilà. Alors, c'était pas la peine de faire une liste à l'après-vert, et qui ne veut rien dire du tout, parce que quand on dit abstention ou contre, sans dire pourquoi on a voté contre une fois une personne et pourquoi on s'est abstenu, ça veut rien dire du tout. Si on s'est abstenu, on a expliqué pourquoi, parce qu'on demandait des critères pour les subventions, et ces critères n'étant jamais mis en place, des critères clairs, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus un certain nombre de fois. Et on ne s'est pas abstenu juste parce qu'on est contre les associations ou parce qu'on ne veut pas leur donner de subventions. Donc ma remarque était totalement justifiée. Vous n'avez pas toujours voté pour les subventions aux associations. Les critères, je vous rappelle qu'on a travaillé donc concernant les critères, on en a fourni. Vous deviez nous en fournir aussi depuis 2014 et on attend toujours. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui passe au vote. On passe au vote. Plus de remarques? Donc, nous votons. Ah oui, pardon, Hervé. Moi, effectivement, je trouve que c'est un peu déplorable, ces manières qui se passent maintenant au conseil municipal, de discuter sur des choses comme ça. Ça n'est pas l'intérêt des fioulins et des barquets. Moi, j'ai l'impression d'être dans un cours d'école. Voilà, j'ai une fille qui a 10 ans, et c'est ce qu'elle me raconte avec ses copines là, sur les réseaux, vous savez. Ils s'envoient des trucs, après ils sont convoqués. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là. Je pense qu'on est autre chose à faire ici en tant qu'élu que faire des remarques comme ça pour chicaner. C'est vraiment un petit peu cours d'école. Voilà. Donc du coup, bon, c'est vrai que pour ce compte rendu, je n'avais pas spécialement remarqué ça, mais c'est bien que vous l'ayez soulevé et ça montre l'état d'esprit qui règne ici. Et je trouve que c'est pas normal. Voilà. On n'est pas là pour se taper dessus, on est là pour faire avancer les choses. Donc moi je vais m'abstenir parce que je m'abstiens, parce que c'est votre compte rendu, mais je trouve que des choses comme ça ne devrait pas avoir lieu dans un conseil municipal. On est une ville de 10 000 habitants, on se connaît tous, c'est pas la peine qu'on fasse des choses comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est avancer. Il y a d'autres urgences. Il y a l'urgence climatique, vous le savez, il y a l'urgence sociale aussi. Voilà, ça c'est des sujets qu'il faut débattre. Pas des petites choses comme ça qui franchement n'apportent rien et que nos concitoyens, royalement, ça les c'est pas que ça ne regarde pas, ça les intéresse pas. Voilà. Et c'est vrai que je suis un petit peu en colère, parce que j'ai déjà mon deuxième mandat que je fais, et parfois on discute de choses qui ne sont pas nécessaires ici à discuter. Moi j'aimerais que mes chers collègues, mes chers élus, qu'on parle d'autres choses, des choses qui intéressent vraiment nos concitoyens, la vie de Fureaux, le bien-être, le cadre de vie, ce qui intéresse nos concitoyens. Merci. Les associations, c'est le cadre de vie. Bien. Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Hervé s'abstient. Bien. Première délibération. Affaires générales. Dominique Chêne, rapporteur. Affectation des locaux de la Bastille de Vitalis, une fois réhabilités. Attention, on transfère le train. Donc, je tiens à souligner d'abord que le président de la commission qui a géré ce dossier, Guillaume Voland, est en absence ce soir, parce qu'il est en poste actuellement sur Paris. Il travaille, c'est moi qui le remplace en tant que dans son équipe de collaborateurs dans son équipe concernant le développement économique. Donc, on dit la délibération. Afin de définir au mieux le devenir et l'affectation des futurs espaces disponibles au sein de la Bastille Vitalis, une fois ce bâtiment réhabilité, la commune a souhaité créer un groupe de travail chargé de définir les besoins, de proposer des critères de sélection et d'étudier les dossiers déposés par les Fugolins afin de retenir le ou les projets les plus adaptés. Cette commission était composée de 6 représentants du conseil municipal, 2 représentants des commerçants, 1 représentant de l'Office du tourisme, 1 représentant du CIQ du quartier concerné, à savoir le CIQ du Jeu de Boule, 1 représentant de la coordination des CIQ, 1 habitant du quartier.
Cette commission s'est réunie à plusieurs reprises entre les mois de mai et de juillet 2019. Un appel à projet a été lancé à la population. La commune a reçu 12 candidatures du projet. Je vais vous les décliner. Projet numéro 1, bar à la bonne conquête. Projet numéro 2, pub, bar, loup, basket. Rapproche-toi du micro. Projet numéro 3, école de musique. Projet numéro 4, cœur Vitalis. Projet numéro 5, micro-crèche. Projet numéro 6, projet CIQ. Projet numéro 7, brasserie vintage French US. Yeah. Projet numéro 8, ludothèque. Projet numéro 9, bar-restaurant Le Vitalis. Projet numéro 10, office de tourisme, plus boutique, plus salle de réunion. Projet numéro 11, maison Vitalis, épicerie, restaurant, salon de thé. Projet numéro 12, brasserie, bar à vin, salon de thé. En date du 3 mai, la commission a échangé, partagé sur les souhaits des Fuvelins et défini des critères de sélection sur la base desquels tous les projets ont été étudiés. Tous les porteurs de projets ont été invités à fournir les mêmes éléments aux pièces constitutives du dossier, afin que tous puissent être étudiés de façon équitable avec des informations homogènes. Tous les membres de la commission ont reçu un exemplaire anonyme de chacun des projets qui ont simplement été numérotés. Le 6 juin, lors de la deuxième réunion de la commission, après échange et discussion, 3 projets ont été sélectionnés pour le dernier tour. Et la commission a souhaité également retenir un projet coup de cœur qui, bien que ne répondant pas aux critères de sélection, a séduit l'ensemble des membres par son originalité et son intérêt. Les 3 porteurs de projets sélectionnés ont été invités à être auditionnés. Ils ont été reçus dans les mêmes conditions devant les membres de la commission. Ces auditions ont eu lieu les 3 et 4 juillet derniers. À l'issue de ces échanges, après débat où chacun a pu s'exprimer, les membres de la commission ont décidé à l'unanimité de proposer au conseil municipal, pour le rez-de-chaussée, les caves et la terrasse côté est, le projet numéro 12, brasserie, bar à vin, salon de thé, porté par M. Hervé Demeuré. Pour le premier étage, le projet porté par l'Office du tourisme. Les modalités de mise à disposition des locaux seront déterminées ultérieurement. Un règlement d'utilisation sera proposé au conseil municipal. Enfin, hors concours, l'ensemble des participants a souhaité que la commune mette tout en œuvre afin de faciliter l'implantation sur notre village du projet qualifié coup de cœur, à savoir le projet numéro 11, maison Vitalis, épicerie, restaurant, salon de thé. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de valider les choix unanimes de la commission énoncés ci-dessus concernant le devenir et l'affectation des futurs espaces disponibles au sein de la Bastille Vitalis une fois ce bâtiment réhabilité. Des questions à Dominique, étant donné que dans cette commission était M. Vollon, qui avait maintenant travaillé à Paris et qui n'est pas là, et M. Jacquier qui n'est pas là non plus. Mais il y avait peut-être d'autres personnes. Ça représente un UCI Voilà. de la fédération. Voilà, Dominique va vous répondre. Oui. Ouais. Alors, sur le principe même là, de la commission, puis sur son choix, nous on sera favorable finalement à la mise en œuvre de cette commission et sur le choix final qui a été retenu par cette commission. On pense qu'effectivement c'est un bon projet pour Fuveau. On pense que c'est un bon projet pour Fuveau et pour le centre-ville de Fuveau. Et Benoît Jacquier, qui a participé à la commission, a reconnu la qualité des échanges lors de cette commission. De manière, les échanges ont pu être ouverts, productifs, etc. Et je pense que cette commission a montré la capacité qu'on a, comme le dit Hervé, de temps en temps, à travailler ensemble et à produire des bons projets. Donc ça, c'est un point notable et intéressant. Il y a quelques questions autour du projet lui-même que vous poseront mes collègues. Moi je me poserai plus la question aussi en termes de concertation initiale. Il y a eu une réunion ici même le 2 avril sur le projet du parking du jeu de boules, dans lequel vous avez annoncé le fait que vous abandonniez le projet initial de parking semi-enterré pour revenir à un projet plus réaliste. J'ai posé la question à M. Guérand à l'époque de pourquoi ne pas mettre en œuvre une commission extra-municipale pour se poser la question du devenir de cette bâtisse. Il m'a été répondu à ce moment-là que
c'était peut-être pas le bon moment de se lancer dans cette commission, puisqu'on ne savait pas si les travaux, il y avait une centaine de personnes, donc il y a des témoins, entre guillemets. Il n'était peut-être pas le bon moment de se lancer dans une commission et de cette réflexion, parce qu'on n'était pas certain que les travaux de destruction d'une partie de la bâtisse ne touchent pas le reste de la bâtisse, et que s'il restait plus de bâtisse, c'était pas la peine de se lancer dans une commission. Dixit, M. Daniel Cohen. Voilà. Ça, c'était le 2 avril. Et on découvre la semaine suivante, sur le site de la mairie, un appel à projet disant on lance un appel à projet pour le devenir de cette bâtisse, et puis on lance une commission, et vous avez 15 jours pour répondre, je crois, jusqu'au 25 avril, quelque chose comme ça, pour présenter les projets. Et c'est plutôt sur cette modalité de mise en œuvre de la concertation là qu'on peut se poser des questions, parce que dans un délai très court comme ça, on sous-tend de prendre le risque, entre guillemets, que les projets soient pas aboutis. Probablement qu'il y avait déjà beaucoup de projets déjà préétablis qui ont pu se présenter, parce qu'en 15 jours, c'est compliqué de faire un business plan sur un projet de la sorte. Il nous a été évoqué le fait que les locaux ne pouvaient pas être visités, entre guillemets. Moi, j'ai même du mal à comprendre comment des investisseurs arrivent à proposer un projet sans qu'ils puissent... Excusez-moi, j'ai un petit souci. Sans qu'ils puissent réellement visiter les locaux, ça paraît compliqué. Ils ont réussi à le faire. Et puis j'ai pris l'exemple d'un projet un peu identique à Viramas qui s'est mis en œuvre, où la municipalité mettait à disposition un local pour un moyen de restauration au centre-ville de la commune de Viramas. Ils ont fait un appel à projet qui a été ouvert le 15 juin. Ils ont laissé 3 mois de réflexion pour proposer des projets, avec une visite des locaux prévue pendant l'été. Et le 15 septembre, je crois, restitution des dossiers 3 mois après, et puis une commission début octobre, et puis un choix mi-octobre, quelque chose comme ça. Ce qui paraît des délais beaucoup plus raisonnables, entre guillemets, pour mettre en œuvre ce genre de projet. Donc, moi, ma question, elle était justement sur ce... J'ai pas compris ce mois d'avril où le 2 avril, on nous dit que c'est pas une bonne idée de lancer une commission et une réflexion sur le devenir, et une semaine après, on lance un appel à projet qui n'a que 15 jours de délai. Voilà. On avait déjà reçu des propositions. Parce qu'il y a les Fuvelins qui connaissent les lieux, puisque auparavant on y allait dans ça. Après, il y a des gens qui ne les connaissent pas, bien sûr. Oui, mais c'est pas. Alors, et je termine parce que le projet final, il est intéressant. Donc, au final, on a un projet intéressant. Et on a quand même la finalité. Mais il se trouve que moi, j'ai rencontré un petit jeune qui a autour de 25 ans, vous voyez, et qui a été un peu interpellé par cet appel à projet, parce qu'il me dit si j'avais eu un peu plus de temps, il était prêt à monter un projet. Il a fait, je crois, un CAP de restauration, des choses comme ça. Il était intéressé pour monter une affaire. Et il m'a dit, j'aurais été intéressé d'essayer de monter un projet avec ma sœur pour regarder ce que j'aurais pu faire sur ce projet. Il n'aurait peut-être pas réussi, ça aurait peut-être été trop tôt, j'en sais rien. Mais en tout cas, il était un peu interpellé par l'échéance courte des dépôt de projet. Il n'était pas au courant, en tout cas lui. Voilà, et il m'a dit, je vais aller réfléchir pour voir ce que je vais faire, en OC, etc. Donc, je pense que c'est pas... voilà. Vous me dites que vous aviez des projets, effectivement, c'est plutôt rassurant vu le délai mis en œuvre pour faire ce dépôt d'appel à projet. Je pense qu'il y avait effectivement des projets qui étaient peut-être ficelés avec des gens qui connaissaient déjà les lieux, etc. Donc c'était plus facile pour déposer ces projets-là, ce qui est rassurant finalement de la qualité des projets au final. Mais ça interpelle en termes de réalité de l'appel à projet tel qu'il s'est fait sur Fuveau par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres communes. Et pour le coup, au fond de votre pensée, il y a quoi exactement? Avec la concertation, ça prend du temps. Ouais. Parce que, justement, enfin, ça tombe très bien que vous en parliez, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a profondément dérangée. Et je suis très à l'aise pour en parler ce soir, parce que j'en ai parlé lors de la dernière, en fait, journée de la commission. Et ce qui me dérange, Monsieur Dubus, c'est que vous alliez, vous-même, en personne, présenter un candidat qui devait se présenter, et qui devait venir donc présenter son projet puisqu'il avait été retenu. Vous êtes allé le présenter chez un commerçant en disant c'est lui qui va avoir l'appel à projet. Et alors, moi déjà ça me dérange. Quelques semaines après, enfin quelques jours après, puisqu'on a fait ça dans un délai très court, c'est-à-dire 3 mois, entre le moment où on a fait l'appel à projet et le moment où on a désigné le candidat. Et après, il y a eu une réunion
lors de laquelle, une réunion publique dans laquelle, alors c'est pas vous cette fois-ci, c'est une des personnes que vous connaissez bien et avec qui vous travaillez dans votre association Défi, qui dit de toute façon, c'est fait, tout est fait, c'est Monsieur Demeuré qui va avoir l'appel à projet, donc c'est lui. Ils font une commission, enfin, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, tout était ficelé d'avance. Permettez-moi, quand même, d'être extrêmement déçue, énervée. Alors, vous nous donnez des leçons de cours d'école, de machin, etc. Moi, il y a un moment donné, je suis désolée, mais alors attendez, on fait des commissions, alors qu'elles vous conviennent, qu'elles ne vous conviennent pas. Mais on avait des commerçants, les commerçants, ils travaillent eux aussi. On a fait des commissions jusqu'à 22h30, 23h, et vous vous permettez de venir juger et de dire « Ah non, mais attendez, la commission, de toute façon, c'est ficelé. » Donc en fait, on a servi à quoi exactement pour la commission? Qui a dit pas nous, en tout cas. Non, c'est des personnes de votre association. De quelle association? Défi, je viens de le dire. Déjà, je ne fais pas partie de Défi, pour commencer. Non, mais je parlais à Monsieur Dubus. Encore, il n'est pas responsable des autres. Ben, écoutez, je suis désolée, mais il y a un moment donné, moi ça me dérange. Je suis responsable de ce que disent les autres. Ah non, c'est mais... vous la personne qui non, mais... ouais. Après, vous pouvez également, enfin, il doit y avoir des fuites parce que personne ne savait si, pourquoi vous saviez que M. Demeuré faisait partie des 3 derniers candidats. Pourquoi vous allez présenter un candidat dont personne ne devait savoir, mis à part la commission, qui devait se présenter? Moi, ça me pose une question d'éthique. Vous nous faites des cours d'éthique, eh bien, appliquez-la. Oui, j'ai pas d'état d'âme. Parce que là, ce que vous me dites, je vais comprendre ce que vous mettez derrière, donc on répond pas à des choses assez factuelles. Ah, mais moi, je mets rien du tout derrière, justement. C'est factuel ce que je viens de vous dire. Hein. D'accord. Donc, j'ai un candidat, je vous avouerai que j'aimerais bien connaître lequel, parce que je ne connais pas moi un candidat, je n'ai pas porté un candidat, je n'ai pas soutenu un candidat. Voilà. Bah, les commerçants doivent mentir alors. C'est hallucinant. Ok. Après, moi, je pense à quelque chose et je vais m'expliquer sur moi ce que j'ai été amené à faire ou pas faire, et tu me diras si ça correspond un peu à ça. Peut-être que ça t'éclairera sur ce qui s'est passé. Voilà. J'ai été interpellé par un des candidats qui est venu me voir pour lui me parler de son projet. Voilà. C'était pas mon candidat, c'est lui-même qui est venu me voir pour me parler de son projet. Premièrement. J'ai été interpellé par un commerçant qui avait un projet autre, on va dire, voilà, pour être clair, de reprise du bistrot gourmand qui est en face, sur la place, et qui m'a demandé, moi, justement, quels étaient les résultats, c'est un peu ce que tu dis là, quels étaient les résultats de la commission. Je lui ai répondu, j'aurais aimé qu'il y ait des caméras pour le dire, je lui ai répondu que j'étais probablement le plus mal placé pour connaître les résultats de la commission, parce que je pense que c'est typiquement pas la chose que vous me direz à moi en premier, et je n'étais pas capable de lui donner les résultats de la commission et de lui dire ce qu'il allait se faire. Voilà. Par contre, je lui ai donné les échos de ce que j'avais entendu parler, sur dire les projets qui étaient envisagés et le type de restauration qui pourrait se faire, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout d'essayer de comprendre est-ce que ça allait être complémentaire, est-ce qu'on allait pouvoir mettre en œuvre 2 projets complémentaires intéressants pour Fugo, ou est-ce qu'on allait mettre 2 projets identiques avec lui, un commerçant qui disait moi je ne suis pas prêt à mettre, je sais plus combien, 50 000 ou 100 000 euros sur la table si je me retrouve avec quelqu'un qui ou machin. Ce que je lui ai dit, et je crois qu'il a vu l'un d'entre vous qui lui a fait exactement la même réponse. Moi je lui ai dit mais attends 15 jours et attends les résultats de la commission, puis là tu t'en sauras un peu plus sur ce qui va se passer, et tu sauras exactement ce qui va se passer ou ce qui va ne pas se passer. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je sais que l'un des candidats qui est venu me voir pour me dire j'ai un projet, il est aussi venu voir ce même commerçant pour essayer de proposer quelque chose dans lequel il souhaitait faire intervenir ce commerçant dans son projet lui-même, essayer de voir comment il pouvait construire quelque chose avec ce commerçant. Donc ils se sont rencontrés pour discuter des projets. Voilà les éléments dont je dispose. L'intervenant d'un membre de Défi qui a dit je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais pas. Si, tu étais à la réunion, donc tu le sais très bien. Ah bah, c'était quel? Dis-moi, c'était quand? Ah, c'est M. Targovla qui l'a annoncé à la réunion de Songe d'une nuit d'été. À la réunion de Songe? Oui. Et qui a eu lieu quand? Ah ben, juste un peu avant le 4 juillet. Te dire exactement la date, je ne saurais pas. Bah oui.
Non, mais après que ce soit Songe, que ce soit machin, etc., ce qui me dérange profondément, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça ne va jamais. Et qu'on se permette, que vous vous permettiez, vraiment, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que toutes les personnes présentes dans cette commission, en fait, c'est quoi? C'est des pantins? C'est ça? On leur fait faire ce qu'on veut, mais vous présentez. Tu écouteras ce que j'ai dit dans mon intervention. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on était favorable au fait que vous aviez mis en œuvre une commission. Et on a dit ça va encore pas parce que c'est pas comme tu aurais fait toi. Non. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. On peut c'est bien d'évoluer et de se parler, etc. Il n'y a pas de souci. Ce qui me dérange, c'est que vous disiez, et on l'a entendu, il y a plusieurs personnes qui l'ont entendu, on n'est pas seul, enfin je ne suis pas seule à l'avoir entendu, il n'y a pas une seule personne qui nous en a parlé à tous. Donc on sait ce que vous disiez, mais voilà, moi ça profondément, ça m'a embêté, mais vraiment, je te le dis très sincèrement. J'entends ce que tu me dis. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas ou ce que disent les autres gens. Moi, j'assume ce que je dis. En général, je n'ai pas de problème avec ça. Je termine. Et quand tu évoques le fait que c'est Jean-François Dubus qui n'est pas satisfait de la manière dont sa commission, on est un certain nombre d'élus à partager ce point de vue. Et je vais vous illustrer ça par l'exemple de Miramas pour vous montrer que ce n'est pas Jean-François Dubus qui pense que n'est pas bien. Mais Miramas, c'est très bien, mais Miramas, dans quel cadre c'est passé, enfin, tu ne peux pas tout comparer tout le temps. Il y a un moment donné, il faut que les choses avancent, quoi. Oui, là, tu rentres sur un vrai sujet qui était, vous avez des délais parce qu'il y a les élections et qu'il fallait que ça avance parce qu'il y a les élections. Miramas, ils prennent le temps de faire les choses pour le faire. Ne nous attribue surtout pas ce genre de propos, parce que nous, la politique politicienne, c'est pas du tout notre style. Et loin de là. Ah ben oui, à peine, oui, parce que moi je fais partie d'aucun parti, je risque pas d'en faire partie. Et ça, on vous le laisse volontiers. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est que par contre, vous soyez toujours en train de nous critiquer. Ça, c'est une chose, et il n'y a pas de souci. Mais par contre, que vous disiez qu'on avait tout fini, tout ficelé, alors que c'était vraiment pas vrai, et qu'on a passé quand même 6 soirées à discuter dans une ambiance extrêmement conviviale, et Benoît Jacquier, comme tu l'as dit au départ, a été extrêmement constructif, et vraiment ça s'est très bien passé. On dit la même chose. Donc, voilà. Béatrice, donc retiens ça. Oui, mais enfin je peux aussi retenir que tu es tout le temps en train de tout critiquer, quoi. Voilà. Là en l'occurrence ça me dérange. C'est pas le cas. Moi effectivement, j'ai même remercié Benoît Jacquier, j'ai même félicité d'avoir participé de cette façon-là à la commission, parce que vraiment ça a été très ouvert. Et franchement, par rapport au vécu qu'on a ici au conseil municipal, qui est plutôt, comment dire, un peu sur les gardes, même de sa part, moi j'ai trouvé sa participation sensationnelle. Et je lui ai dit, et j'ai dit autre chose aussi. Concernant le dossier au départ, donc il est évident qu'avec ma fonction ma délégation à l'urbanisme, c'est vrai que je reçois beaucoup de personnes, notamment des gens qui sont intéressés par le château Borelli, ce qu'on appelle le château, je dirais plutôt la ruine, le bâtiment Borelli. Et il y a une bonne partie des personnes qui ont postulé, je les ai un petit peu orientées vers la Bastide Vitalis. Si c'est ça que tu veux dire, effectivement, je les ai orientés vers là parce que je savais que dans les possibilités qui allaient s'offrir rapidement, puisque c'était du rapide qu'ils voulaient, sans avoir la contrainte d'être obligé de faire du logement supplémentaire à Fuveau, puisque tous les projets qu'on a, ça s'accompagne toujours de réalisation de promotion immobilière, d'accord? Donc au château Borelli, oui, c'est le cas. À la Bastide Vitalis, non, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai orienté certaines personnes que j'ai reçues avant, en début d'année, dont le candidat dont fait état Béatrice, sur la Bastide Vitalis. Donc effectivement, ces personnes-là étaient au courant qu'il allait se passer quelque chose à cet endroit-là. Après, pour revenir au calendrier, il est clair qu'une fois le changement de projet sur le parking, alors, effectivement, tu en as parlé pendant la réunion, je t'ai dit, on va voir. Effectivement, on va voir. Et je te dirais même que c'est moi qui ai mis en place la commission derrière.
Et au contraire, je serais bien content que tu dises, ben oui, vous avez bien fait. Hein, voilà, de faire cette commission plutôt que de dire non, c'est pas comme ça qu'il fallait la faire. Mais écoute, on a choisi de la faire comme ça, en représentant, d'avoir 6 représentants de la municipalité, dont un, puisque vous vous nommez opposition, et pas majorité, et minorité, pardon, et d'avoir des personnes représentantes du quartier, ce qui a été fait, de la fédération et des CIQ. Voilà. Donc ça a été clair, on l'a fait ensemble, pratiquement la composition de la réunion, et on ne voulait pas non plus arriver à la fin de l'année, avoir des travaux tout neufs de parking et avoir une ruine en plein milieu, quoi. On voulait quand même s'assurer qu'il y ait une destination qui soit donnée à cette bâtisse. Vous auriez été les premiers, et ça j'en suis certain, à dénoncer qu'un bâtiment reste fermé et menace ruine comme ça a pu le faire à la rue d'Aubagne à Marseille. Voilà, donc c'est la volonté. Alors peut-être que ça a été trop vite, mais la qualité de la commission fait dire le contraire, que même vite, on travaille bien. Ça a d'ailleurs été voté à l'unanimité. Hein, oui, tout à fait. Il y a eu l'unanimité. Bien. Monsieur Pousset. Oui, c'était juste une remarque. Toi, te battre. Moi, contrairement à ce qu'on peut dire, je félicite souvent la mairie pour le bel projet, entre autres sur l'environnement. Donc je voulais juste le faire remarquer. Béatrice, tu dis que... voilà. Pas de problème. Voilà. Et après aussi, je voulais dire, je ne suis pas professeur pour donner des cours d'éthique, c'est pas ça, je pense que c'était à moi que tu pensais en disant ça. C'est juste que j'aimerais, effectivement, c'est mon deuxième mandat, c'est dur des mandats, c'est vrai, mais j'aimerais qu'on puisse parler clairement, voilà, et qu'on ne mette pas tout le monde dans le même sac. Voilà. Parce que moi... On fait bien les différences. Voilà, merci. Voilà. C'est juste qu'on note les différences. T'inquiète pas. Et quand c'est bien, c'est bien. Et effectivement, moi je suis très content qu'on ait gardé la Bastide de Vitalis et qu'on puisse se faire un café, un restaurant, que ça mette de l'animation dans le centre-ville, parce que c'est ce que je demande depuis 10 ans. Voilà, qu'on puisse faire vivre le centre-ville, et c'est tant mieux. Et je serai le premier à y aller, parce que je trouve que c'est bien qu'on puisse augmenter les offres de ce type-là sur Fuveau, si on veut que Fuveau reste un joli village avec des gens qui se parlent et qui discutent ensemble. Merci. Merci Arnaud. Il y aura même sûrement des bornes de recharge électrique pour les vélos, tu vois. À proximité. Je voudrais juste préciser que nous aussi, nous sommes pour le maintien de la Bastide Vitalis et qu'on n'a jamais dit le contraire. Vous faites partie du même groupe, donc s'il parle, il parle pour vous, non? Je sais pas, puisqu'il dit que vous mettez tout le monde dans le même sac et qu'il ne faut pas le faire. Donc moi, je m'exprime pour moi. Et voilà, puis, voilà. on peut être dans le même groupe et avoir... Donc nous aussi, nous sommes pour que cette Bastide devienne quelque chose. Et ce qui serait bon, c'est que vous n'entendiez pas que la moitié des choses. Quand on dit que c'est bien d'avoir fait une commission, quand on dit que le projet final est bien, vous n'entendez que « Ah oui, mais vous avez un truc à critiquer ». On a bien le droit de s'exprimer et on dit juste que pour nous, la concertation devrait prendre plus de temps et qu'on a trouvé les délais courts. Très bien, donc voilà, ça c'est... Non, c'est pas une question de se taire, mais c'est juste oui, mais c'est juste le fait de polémiquer sur... On critique tout, on est toujours contre tout, c'est pas vrai. On n'est pas contre tout, puisqu'on est pour des commissions, on est pour que la Bastide Vitalis devienne un commerce et anime le centre Fuveau, donc on n'est pas contre tout. Voilà. Ceci dit, j'avais une question à propos du dernier paragraphe. Vous parlez d'un hors concours. L'ensemble des participants a souhaité que la commune mette tout en œuvre afin de faciliter l'implantation sur notre village d'un projet qualité coup de cœur, à savoir maison, Vitalis, épicerie, restaurant. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus, et est-ce qu'à un moment donné ça va être proposé quelque part ailleurs, ou est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? On le souhaite de tout cœur, sincèrement. C'est effectivement l'idée de le proposer ailleurs, mais ils sont en train de chercher. Voilà, on est en pleine recherche et on a des touches pour voilà.
Bon, si on est à la petite phrase là, moi par contre je souhaiterais qu'on enlève la terrasse côté est. Parce que cette terrasse, en fait, ça sera une place publique. Après que l'occupant des caves et du restaurant demande l'autorisation d'installer sur le domaine public, ok. Mais ce n'est pas une terrasse qui est liée à la bâtisse. Voilà. Monsieur Lévy. Moi j'ai une question un peu plus technique à vous demander. Cette bâtisse Vitalis, il y a 3 niveaux, je crois, un rez-de-chaussée, un premier étage, un second étage. On a parlé du rez-de-chaussée où il y aurait le projet de M. Demeuret. Il y a le premier étage où il y a l'office du tourisme. Personnellement, j'aurais peut-être essayé de faire l'inverse parce que pour des questions d'handicapés, mais il paraît qu'il y a un ascenseur, donc ça règle les problèmes. Je voulais savoir quelle était la destination de l'étage supérieur, c'est-à-dire le deuxième étage. Est-ce que c'est un logement de fonction? Est-ce que c'est une extension de l'office du tourisme? Ou c'est quelque chose à définir? S'il y a un deuxième étage, hein, je ne sais pas. Alors, effectivement, il y a un deuxième étage, mais qui est mansardé. C'est-à-dire que la hauteur près des fenêtres est un petit peu comme au service urbanisme, on n'a pas les hauteurs réglementaires de 25 ou de 50 sous plafond. D'accord? Donc, ce qui fait que, bon, même pour de l'habitation, c'est un petit peu délicat. Ou alors remonter la toiture, mais la toiture, elle avait été refaite il n'y a pas très longtemps non plus. Enfin, pas très longtemps, il y a quand même une trentaine d'années. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas mis d'affectation encore à ce dernier étage. On est en plein débat entre nous, savoir si ce sont des locaux communaux. Mais bon, les locaux communaux, ben, il faut les gérer, il faut les entretenir, il y a du fonctionnement. Voilà. Et puis surtout, par rapport aux demandes de locaux, bon, on n'a pas énormément de demandes non plus de personnes qui voudraient utiliser des locaux ou de salles de réunion et des trucs comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, on ne s'est pas fixé encore pour le dernier étage, sachant qu'il faut quand même garder toutes les machineries de l'ascenseur indispensable et tout ce qui s'ensuit. Donc il sera quand même pas mal amputé le dernier étage. Voilà. Donc on n'a pas affecté encore le dernier étage, si c'était la question. Si j'en ai un bon souvenir, c'était mansardé. Voilà. Et donc je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Daniel. Pourquoi ne pas faire des perspectives à long terme et se dire que si c'est intéressant d'avoir un second étage ou des locaux ou ce qu'on veut, peut-être prévoir une nouvelle réfection de la toiture avec un rehaussement de manière à rendre ce deuxième étage entre guillemets habitable ou gérable, parce que tout ce qu'on fait maintenant, on n'aura pas à le faire plus tard. Le coût de maintenant sera, à mon avis, moins important que si on avait à le faire plus tard. C'est une suggestion, c'est pas du tout ni un ordre ni quoi que ce soit. Justement, on fait un petit peu le tour de tout le monde, à savoir si vraiment il y a des demandes de locaux communaux supplémentaires. Pour aujourd'hui, il n'y a rien qui est évident, quoi. Il n'y a pas de... On ne nous a pas remonté qu'il fallait avoir des surfaces supplémentaires pour des locaux communaux qui recevraient des tiers ou pour des réunions. Donc pour l'instant, on ne va pas vers là. Après, la piste logement, je vous dirais encore aujourd'hui qu'on n'a pas véritablement creusé. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Hein. S'il manque 50 cm et qu'il faut relever la toiture, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas dans 20 ans. Je vous rappelle qu'on est tenu par les architectes des bâtiments de France. Oui, mais, on ne fait pas ce que je veux dire, et Daniel l'a parfaitement compris, c'est que si on fait l'étude et la demande maintenant, c'est mieux que de le faire une étude après qui va coûter beaucoup plus cher. C'est tout. Et moi, c'était une suggestion. Hein. Ce que j'en dis, c'est dans le souci de dire quelque chose de commun. On reviendra vers vous si notre décision est prise. Hein. Ou alors, on va aussi se remettre autour d'une table à savoir quelle est la meilleure utilisation du dernier étage.
Juste une dernière question. Il semble que les travaux soient arrêtés. Peut-être ont-ils repris? Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Oui, les travaux vont reprendre le 12 août, effectivement. Il y avait un souci de certification et de bureau d'études qui n'avaient pas fourni les bons calculs en fonction de ce que l'entreprise avait présenté. Puisque l'entreprise a présenté une solution qui n'était pas préconisée par notre méthode d'œuvre. Donc, il a fallu valider tout ça. Et bon, là, on a eu les dernières validations il y a très peu de temps. Ensuite, il a fallu la commande du matériel de renforcement est en cours. Et donc, la reprise de la démolition va être entreprise à partir du 12 août et pour terminer à la fin août. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de devis. Donc, nous nous affolons avec quelle idée de taper dans du vieux. Et que dit le contrôleur technique? Ça y est, il a validé la solution. La dernière solution proposée par l'entreprise, il a validé. Et on reste dans le marché quand même. Oui, non, ça c'est très bien. Mais vous m'inquiétez un peu quand même. Pardon? Vous m'inquiétez un peu quand un contrôleur technique valide une solution en cours de chantier. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est parce que la solution qui était préconisée par le maître d'œuvre, c'est pas celle-là qui a été retenue par l'entreprise. Donc ils ont commencé à mettre en œuvre une autre solution de confortement, un autre procédé. Donc ça a été arrêté parce qu'il fallait que la validation de ce nouveau procédé se fasse pour que le maître d'œuvre donne l'aval et pouvoir continuer les travaux de démolition. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu une interruption de 3 semaines. Bon, s'il n'y a plus de questions, nous allons voter. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Et nous commençons le champ Mido. Donc, nous sommes dans le budget, affectation des résultats du budget général de la commune. Affectation des résultats du budget général de la commune, conformément à la nomenclature M14 et au regard des résultats de l'exercice 2018 inscrits sur le compte administratif que nous avons approuvé le 25 juin dernier. Il est proposé à notre Assemblée d'approuver l'inscription au budget 2019 l'excédent d'investissement reporté au compte 001 pour un montant de 1 498 518,71 €, d'approuver l'inscription au budget 2019 d'une partie de l'excédent de fonctionnement au compte 002 pour un montant de 1 531 069,19 €, d'approuver l'inscription au budget 2019 de l'excédent de fonctionnement pour 4 118 099,78 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé, de préciser que les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 6 796 993,26 et les recettes à 1 180 374,77 €. Et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Bon, c'est une question à l'affectation de résultats qu'on a vu le 25 juin dernier. Des questions à Mido sur l'affectation des résultats. Vous aviez une question? On passe au vote. Non, pas de question. Alors, nous votons. Qui est pour? Il faut le garder. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous poursuivons avec l'affectation des résultats. Et là, c'est pour les caveaux du cimetière.
Conformément à la nomenclature M4 et au regard des résultats de l'exercice 2018 inscrits dans le compte administratif que nous avons approuvé le 25 juin dernier, il est proposé à notre Assemblée d'approuver l'inscription au budget 2019 de l'excédent constaté à la clôture du budget 2018, à savoir 47 935,40 €. D'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Pareil, s'il n'y a pas de question, on passe au vote. Pas de questions sur les travaux du cimetière? Bien, donc nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, nous passons à l'adoption du budget supplémentaire de la commune. Le budget supplémentaire du budget général de la commune 2018 se présente comme suit. Section de fonctionnement en équilibre en recettes et dépenses à 1 705 921,19 €. Section d'investissement, recettes et dépenses équilibrées à 7 860 724,08 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le budget supplémentaire 2019 du budget général de la commune et d'autoriser Madame le maire à signer tous documents et actes nécessaires. Des questions à vidéo sur le BS? On nous avait transmis un tableau là, qui rassemble les évolutions de dépenses et de recettes. Et on souhaiterait avoir quelques éclaircissements là, sur la partie par exemple recettes concernant le fonctionnement. La ligne 74, la 835, ACTH. Allocation de compensation de la taxe d'habitation. Et pourquoi elle évolue comme ça à hauteur de 50 000 € en plus? C'est quoi les deltas? Parce qu'il y a eu plus de personnes qui ont été... Il y a plus de personnes qui ont été... la notification était de 144 583 €. Et je pense qu'en fonction du dégrèvement de l'ensemble des fuvelins, on a eu une recette un peu plus conséquente. Parce que les fuvelins n'ont pas payé directement, ils ont été dégrévés, donc ça a été compensé par l'État. Ouais, mais ça fait 49 000 €. 49. Oui, l'écart était important, c'est pour ça, pour juste avoir des éléments d'explication par rapport à cet écart. Et pareil, la DNP, la 74 127. 24 106 €. C'est des régularisations de l'État. Hein. Oui, c'est pour comprendre pourquoi, comment on arrive à estimer dans le BP ce montant-là et que ça peut parfois être significativement supérieur lorsqu'on a des notifications de la part de l'État. Lorsqu'on nous donne des notifications en début d'année, que l'on compense par la suite, c'est des régularisations que fait l'État, des fois en plus, des fois en moins. Vous le verrez, il y a des régularisations en moins aussi, hein, donc voilà, on les accepte. Hein. Vous avez le remboursement de la TA à 101 000 €, voilà, c'est comme ça. Moi j'ai une question à vous passer, s'il vous plaît. C'est voilà. Il y a marqué charge exceptionnelle. Quelle ligne, monsieur? Le code c'est 67. Oui. Alors, charge exceptionnelle, reversement, excédent, etc. Alors, c'est les excédents que l'on avait l'an dernier sur l'eau et l'assainissement, les budgets d'eau et l'assainissement qu'on a soldés en passé. La métropole a demandé à ce qu'on reverse les excédents. On a fait un calcul avec la métropole, c'est-à-dire que tous les travaux qui avaient été engagés, on les a gardés, dès qu'on a gardé les excédents, et on a rendu ce qui ne correspondait pas à des travaux. Donc ça fait en eau 227 709 et en assainissement 693 153. C'est le montant qui m'a... Ben oui, c'est des... voilà. Et moi j'ai une autre question à vous poser, peut-être qui n'a rien à voir. Le fait que nous soyons plus avec la SEM, mais avec un autre prestataire, est-ce que ça a changé? Pour l'instant, on est avec la SEM, vous anticipez peut-être des choses qui ne... Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y aura un souci? Vous savez, je vais laisser la parole à Daniel, mais la boule de cristal, elle ne parle pas beaucoup.
Aujourd'hui, il n'y a qu'un ordonnateur au niveau en matière d'eau et d'assainissement, c'est la métropole. D'accord? Après, dans la métropole, il y a des communes qui étaient en régie directe, qui ont conservé leur régie directe, ou alors ils les ont rassemblées comme celle sous celle du Pays d'Aix, par exemple, pour le CT2, Gardanne, Venelle, Aix, et puis je ne sais plus quelles communes ont créé une régie des eaux du Pays d'Aix pour rassembler les régies déjà existantes. Et les autres communes qui étaient en délégation de service public on continue avec leur délégation de service public. Par exemple, chez nous, c'était la SEM, c'est toujours la SEM. Par contre, elle travaille pour le compte de la métropole et puis pour le compte de la commune. À terme, je ne sais pas comment ça se passera. Il y aura un audit qui sera sûrement fait par la métropole pour savoir si la commune de Fumeaux, il sera plus intéressant de passer directement par une régie, que ce soit pour l'eau ou pour l'assainissement, ou si on continuera avec un délégataire de service public. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore l'audit. Le seul petit souci qu'il y avait, c'est que la délégation de service public sur l'assainissement s'arrêtait en 2018. La métropole a préféré prolonger la SEM jusqu'à ce que cet audit soit terminé. Et donc vraisemblablement, fin 2019, on devrait avoir un résultat là-dessus et savoir si on part sur la régie des eaux du Pays d'Aix ou si on garde, la métropole garderait, donc ferait un appel d'offres pour désigner une DSP, un délégataire. J'avais de mauvais éléments en ma possession. Je pensais que la délégation de service public à la SEM avait été arrêtée et mise avec le canal de Port, qui étaient des éléments erronés probablement que j'avais en mémoire. Donc, c'est pour ça que je me posais la question sur le montant qui me paraissait exorbitant de ces transferts. Bon, à partir du moment où il n'y a pas de ce côté-là un changement de délégataire, bon, c'est la métropole qui dicte ses lois, why not? On avait des délégations avec des calendriers différents. L'assainissement finissait en 2018 et l'eau termine en 2023. On souhaiterait avoir quelques éléments d'explication sur les côtés investissements, sur les différentes propositions. Est-ce que vous pouvez nous expliciter? Quelles sont vos questions? Alors, sur la partie 21-318, études des travaux requalifiés à l'Osport, là, on rajoute 281 000 € dans le budget supplémentaire 2019. Qu'est-ce que ça correspond à quoi? C'est la Allosport, la requalification de la Allosport. Et c'est juste, on paye plus tôt qu'on n'aurait pas payé si on n'avait pas eu le montant du budget supplémentaire. Un ajustement au marché. Le marché, lorsqu'on a ouvert les prix, le marché était de 1,2 million, donc on met l'argent pour pouvoir faire les travaux. C'est tout. Du coup, ce que j'ai pas compris, c'est que ça coûte plus cher que ce qu'on avait prévu ou pas? Oui. Oui, c'est ça. D'accord. De l'ordre de combien? 300 000 €. 300 000 €. 300 000. Et on sait, on fait expliciter les écarts. De toute façon, les entreprises aujourd'hui, elles répondent comme elles veulent. Hein. On a du mal à avoir des prix qui correspondent vraiment au prix fixé par les bureaux d'études. Elles ont la possibilité de répondre plus cher. Et ça, on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. C'est une vraie question en termes d'équipement de travaux publics, quand on voit les montants. Mais les montants pour les collectivités sont exorbitants par rapport à des privés. Hein. On le sait, hein. C'est malheureux. Hein. Quand un privé, je ne sais pas, voilà, je crois que c'est 30%. Il y a eu des essais de fait sur des installations prévues chez un privé, pour une commune. C'est des fois du simple au double. Hein. Oui, mais c'est une vraie question générale. Parce que on ne voit pas pourquoi les collectivités territoriales, elles sont des entreprises, etc. Donc c'est de partout, dans toutes les communes, qu'elles soient grandes ou petites, sauf que pour se garantir, la personne publique demande aussi beaucoup plus de choses qu'un privé. Voilà. Il y a ça. Après, le deuxième point, c'est aussi, nous on paye à 3 semaines, il y a des communes qui payent à 6 mois, 1 an. Et ça, effectivement, les entreprises l'intègrent dans leurs offres.
Si vous prenez la métropole, souvent elle paye à 1 an. Donc voilà. C'est vrai que pour les entreprises, c'est compliqué. Hein. Ok, merci. Sur le stade, Paul Prieur, là, il y a une question de clôture. Il avait évoqué la question d'une tribune. Ouais, elle commence. Elle se fait, mais elle n'est pas OBS, elle était prévue aux travaux OBP. Ah, Elle est en train de... Les travaux ont commencé, il y a tout. J'avais oublié qu'elle était dans le OBP. Ouais, ouais. D'accord. WC plus réflexion du jeu de boules, là. Ça correspond à quoi? C'est des 13 000 WC que euros. l'on fait des WC qu'on fait pipi. Ils sont réclamés par les joueurs de boules. Ils se plaignent énormément de ne pas avoir de sanitaire. Voilà, de sanitaire et donc ça fait des années que c'est demandé par les joueurs de boules. Donc là, on a fait des travaux qui on n'a pas utilisé les sanitaires qui existaient déjà. Non. C'était à la gare routière. Oui. Après, on parle pas de bâtiments communaux, là. Ça, propose de stockage et de bac à sel, je suppose que ça correspondait à un besoin qu'on a pas financé. Et là, du coup, les services techniques sont très à l'étroit et ont besoin que... On a le financement, d'accord. Okay. Salle du conseil, mise en lumière pour 16 700 €, ça correspond à quoi? L'éclairage de la salle de conseil, elle est très sombre et mal éclairée le soir, ce qui permet à des fois une jeunesse de venir faire un petit peu des dégradations. Donc on a un petit peu augmenté l'éclairage de la C'est l'éclairage externe, c'est ça? Externe. C'est 16 000 € pour lui. Et comme tout, c'est très cher. Ouais. Donc ça, étanchéité du poste. Extension locale de rangement de la maison pour tous. Alors, l'escalier qui monte à la maison pour tous, vous savez, il y a ce petit renforcement qui ne sert à rien. Là, Daniel vous explique un petit peu mieux que moi, il est plus technique. En fait, aujourd'hui, où il y a le rangement des chaises, là, on est dans un endroit où il y a des escaliers là, à l'intérieur, bon, c'est pas très sécuritaire. Donc, en fait, l'idée, c'est de continuer le plancher, le niveau de la maison pour tous, et d'agrandir, de faire comme une mezzanine dehors, à la place du petit balcon, c'est-à-dire d'agrandir de 15 mètres carrés, là, pour pouvoir faire le stockage des chaises. Et les deux escaliers qui sont à l'intérieur se retrouveraient à l'extérieur pour descendre sur le parking comme c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le niveau, on le garde jusque dehors, et ensuite l'escalier dehors plutôt qu'à l'intérieur de la maison pour tous, ce qui permet d'aller les chariots d'être plus facile. Il y a sur le plein pied. C'était pas du tout pratique cet endroit-là. C'était pas sécurisé. Non, c'est sûr. La climatisation de la grande salle. Ah oui, la salle maison pour tous. Tout à fait, surtout dans ces temps actuels et puis avec les réunions notamment des personnes âgées. Qui souffrent énormément de... Oui, mais on se posait la question justement avec les chaleurs qu'on a connues, la mise à disposition d'une salle communale dans laquelle on pourrait accueillir des gens, etc. Il y a des communes qui l'avaient fait et je trouve que si cette salle elle est équipée, qu'elle permettrait justement de proposer un accueil de jour à des gens qui ont chaud chez eux, etc., qui peuvent passer. Je pense que ça c'est une bonne idée effectivement pour... c'est le plan de sauvegarde. Voilà, exactement. C'est le plan de sauvegarde et les personnes âgées ont l'habitude d'aller dans cette salle. Donc, elles se rafraîchissent là pour elles. Non, mais même si on avait besoin, c'était ici. C'était ici. Le plan de sauvegarde, c'était ici. La salle était ici dans le plan de sauvegarde. Ça va être maintenu, la température, etc. C'est à partir de quel âge les personnes âgées? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'association. 75 et 60. Non, mais ici... Samedi, c'était insupportable. On a fait des mariages. C'était... En même temps, samedi, c'était pas la journée à penser. Le mur logéral à consolider, là, ça consiste à quoi? Daniel, tu expliques le... 40 000 €. Oui, c'est la reprise au niveau de la traverse de Quelle. C'est-à-dire les 4 logements sociaux qui sont à la place où il y avait le cinéma avant. Donc il y a un mur qui est en très mauvais état et qu'il faut reprendre. Voilà. Et qui est à nous, qui est à la commune. Qui est dangereux
Oui, parce On que interdit l'accès. les logements sociaux sont dans le bailleur de ces logements sociaux et la loge GRM. Aujourd'hui, je ne sais plus ici. Je crois que tout a été regroupé sous la bannière lycée. Le GRM qui... Ensuite, il y a un montant de moins de 100 000 € là, dans le budget supplémentaire. On ne sait pas trop si ça correspond à la C'est l'opération voirie Fabre, Rocaudo et les Aïels qui est regroupée. Et donc, comme elle ne sera pas terminée en 2019, on enlève 200 000 €. Voilà, on le fait en APCP. Donc les 200 000 € sont reportés en 2019. Pour terminer. C'est sur les deux opérations, hein, sur les 400 et quelques mille euros là. Terminera un janvier sur Oui. Les 111 000, c'est là sur trottoir rond-point de l'Europe. Ça, c'est plus galerie. Ça correspond à ça veut dire quoi, galerie? C'est le cheminement piéton qu'on réalise entre la Rocaude et la galerie. Hein? Voilà. Ça n'a rien à voir avec le rond-point d'Orange. Non. En fait, dans le même marché, il y avait deux cheminements piétons. Il y avait celui de la galerie et celui du rond-point de l'Europe. Hein? C'est deux lieux différents, mais c'était le même marché. On a consulté sur le même... Avec de l'eau différente. Il faut essayer de faire baisser les coûts. Dans la mesure où vous faites deux marchés, vous rejoignez deux marchés, vous avez des chances d'avoir des coûts un peu plus... Il y a une installation machine. Voilà. Et les Trislove, la travaux parking Guérin, Marquis, plus parking restauration scolaire, là, 500 000 €. Ça, c'était pas, il n'y avait pas une partie qui était déjà faite. Justement, dans les études. Les études étaient prévues, et là c'est le complément, c'est les travaux. C'est les travaux. C'est les Ça, travaux. c'était prévu, et ça, c'est les travaux. Les travaux des deux parties. Voilà. C'est les deux parkings, Guérin Marquis, restaurant scolaire. Ça demande, c'est d'ailleurs. Et après, il y a des divers, là, mur de soutènement, chemin de Mache, chemin de Saint-Michel-Dégradé, chemin de mer, chemin de la Potasse, chemin de la Potasse. Oui, c'est des petits travaux. Hein. C'est des reprises de chemins qui sont en mauvais état et qu'on refait. Tous les ans, il y a des. On appelle ça des reprises de chemins. Voilà. Le chemin de Saint-Michel, c'est dans le quartier sud, là. C'est là où a bâti Jean-Baptiste, là, voilà, qui est fortement dégradé. Il est défoncé. Complètement. Chemin de l'air, c'est vers le bassin de Bellevue, là-bas. Chemin de la Potasse, vous le connaissez. Alors là, il y a deux parties. Il y a la partie nord et la partie sud, on va dire. Donc avec deux interventions différentes. Une qui est pentue, l'autre qui l'est moins. Voilà. Donc un, on va utiliser du bicouche et l'autre de l'enrobé. Et les deux autres, là, sécurisation de sortie Sainte-Marie, rampe, passage de Bassas. Oui, ça c'est à la demande des parents d'élèves. Hein. C'est-à-dire que la sortie piétonne de l'avenue Scudo, bon, c'est pas le top quoi. C'est vrai que le feu est très près du rond-point, les gens arrivent très vite et ils ne voient pas nécessairement le feu quoi. Hein, quand on arrive du côté des pompiers. Voilà, donc on a étudié une solution de repousser un petit peu le passage piéton et puis la rampe impasse de Jazz de Bassa, c'est pour accéder au netto en toute sécurité et de façon avec des poussettes, hein. C'est-à-dire c'est au bout de l'impasse du Jazz de Bassa pour rentrer sur le parking de netto. À pied, de façon à pied. Côté nord. Pardon ? Côté nord de la... Côté nord du parking. Il n'y avait que ça, là. C'est que par là. Dernier, 50 000 € là sur la crèche intérieure et jeux. C'est les jeux et le mobilier de la cuisine de la crèche de Moussaï. En complément de ce qui était prévu ou non, l'intérieur et les jeux n'étaient pas prévus, donc on le prévoit. Plus de questions? On passe au vote. Voilà, passer au vote. Qui est contre le PS? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. Alors. Adoption du budget supplémentaire caveau cimetière. Budget supplémentaire du budget. Le budget supplémentaire du budget caveau cimetière 2019 se présente comme suit.
et qu'il est pris en recettes et dépenses pour 47 935,40 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le budget supplémentaire 2019 du budget caveau cimetière et d'autoriser Madame le maire à signer tout document ou acte nécessaire. Des questions? Les recettes, on a vu, et les dépenses. Alors les dépenses, il est prévu, on n'a plus de columbarium sur le cimetière, tout est plein. Donc là, on installe fin de semaine un columbarium et on refait le haut du cimetière. Il y a un projet sur le haut du cimetière. Vous voyez, enfin, quand on va au cimetière, le problème des herbes qui poussent avec la non-utilisation de produits, enfin, c'est très bien, sauf que les services techniques n'arrivent pas à s'en sortir, les pauvres, il faudrait qu'ils y soient en permanence, il faudrait une personne en permanence. Aujourd'hui, il y a un projet qui n'est pas encore totalement exposé par les services techniques, mais une reprise des sols du haut du cimetière, on va le faire en tranches, hein, pour qu'on ait moins de soucis de désherbage du cimetière. Et ça correspond à ça. Voilà, ça correspond au columbarium plus ces travaux-là. Des travaux, des questions, pardon. D'autres questions? Bien. Oui, Hervé. Donc, la reprise de la... On va planter du gazon pour éviter justement... On ne va pas planter du gazon parce que planter du gazon, ça veut dire un jardinier qui va couper de l'eau et on n'a pas d'eau pour gaspiller. Voilà. Donc ça ne sera pas une plantation. Ça sera une autre technique, mais il n'y aura pas de plantation. Donc ça sera quoi? Pour l'instant, on étudie. Donc, voilà. Juste pour information, maintenant il y a quand même des styles de gazon qui poussent très bien, qu'on n'a pas besoin de tondre et qui nécessitent très peu d'eau. Enfin, il suffit d'utiliser la bonne graine. Du gazon synthétique. Voilà, merci. C'est le gazon synthétique. Pas du tout. Il est naturel, il n'y a pas besoin d'eau. Il n'y a qu'un seul souci, c'est que sous certaines températures, il devient un peu jaune. Mais sinon, c'est un gazon. Je ne sais pas si vous avez vu, le cimetière, il est comme ça. D'accord. Donc quand vous allez planter vos graines, ça va être vite comme ça, en bas. D'accord. Moi, je pense quand on plante, justement, c'est pour éviter tout ce qui est ravalement et ruissellement. Quoi. Justement, le fait de planter des arbres, des herbes, ça permet de tenir le terrain. Bon, sauf que le terrain, il est bétonné déjà et goudronné, donc ça serait un chantier abominable. Après, c'est sûr, il faut savoir ce qu'on veut. De toute façon, on est en train d'étudier, donc on attend les propositions de services techniques. Ok, merci. On passe au vote. Bien, nous votons pour le budget supplémentaire du cimetière. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, nous passons à l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la métropole et la commune de Fuveau relative à l'opération de réalisation des réseaux humides au niveau de l'entrée de ville côté Belconel. Donc là, c'est en fait la métropole qui va se charger de l'avenant. Est-ce que vous voulez qu'on lise l'ensemble de la délibération ou vous l'avez lu et vous posez des questions? La synthèse toute simple, c'est des réseaux humides à la charge de la métropole, assainissement et réseau pluvial, qui ont dépassé les coûts initiaux prévus, voilà, puisqu'on a été obligé de remplacer des travaux, notamment des tuyaux d'assainissement pluvial, de les mettre, de les dilater, de mettre des sections beaucoup plus importantes. Donc ça fait l'objet d'un avenant de 20 000 €. Mais c'est la métropole qui le prend en charge. Des questions à Daniel Yerido, son co-rapporteur. On passe au vote. Il n'y a pas de questions? Oui, Hervé. La dernière ligne. De plus, cet avenant est l'occasion de corriger une erreur matérielle d'affectation des montants concernant la compétence DCI. C'est la défense incendie. C'est la défense incendie. Donc c'est quoi? C'est une borne qui avait été affectée à C'est une borne qu'on a été obligé de déplacer au carrefour du Goy. Donc la défense incendie est en compétence métropolitaine, donc c'est sur le budget de la métropole. Merci.
Pas d'autres questions? Donc, qui est pour? C'est la métropole qui paie. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour? Parfait. Même chose. Même chose, c'est encore l'avenant à la convention de maîtrise d'ouvrage entre la métropole et la commune de Fugaux pour l'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur le chemin Cursal Chalet-Suisse et la suppression du réseau d'eau usée dans le travail. L'extension aussi des réseaux d'eau potable et d'assainissement à la Grande Bastille. Voilà. Là, donc, il s'agit de la compétence pleine et entière de la métropole. C'était des marchés que la commune avait lancés en 2017, qu'on a continué pour le compte de la métropole. C'est pour ça qu'on avait un transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. Donc, il a été, sur les plusieurs chantiers, il a été fait l'objet de dépassements sur certains et de moins-values sur d'autres. Donc voilà, dans l'ensemble, en fait, c'est une régularisation par rapport à l'état actuel des marchés. Et c'est la métropole qui prend en charge la totalité des dépassements et des moins-values. Oui, Hervé. Pour le chalet suisse, le prestataire, c'est la SEM qui monte l'eau là-haut? Non. La SEM est délégataire du service public. Les tuyaux appartiennent à la commune, appartenaient à la commune, et aujourd'hui, ils appartiennent à la métropole. Les réseaux sont publics. La SEM ne fait que utiliser ces réseaux publics, comme ici utilise les autoroutes qui ont été créées par l'État. C'est pareil. Hein. Donc, le tuyau, il est communal, le terrain métropolitain, et ce qui passe dedans, c'est géré par la SEM. Donc la SEM ne fait jamais des travaux d'extension de réseau. Ça ne peut être que le maître d'ouvrage qui le fait. D'accord? Par contre, s'il y a une fuite, c'est à la SEM à la réparer. Tout à fait, pour le comité feu de forêt. Oui. On a monté l'eau et l'assainissement à la caserne des comités feu. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a dû installer un système de filtrage. Non, on a installé une pompe de relevage. Parce que la pression d'eau en fait arrivée en bas de la colline n'est pas suffisante pour alimenter le garage des comités feu. Donc on a mis une pompe pour relever l'eau. D'accord, la pompe est en bas quoi. Oui, elle est en bas. C'est pas un filtrage. Non, moi j'avais juste une remarque, une question. On comprend bien la délibération administrative sur le transfert de la métropole, donc on votera pour, c'est pas le sujet. Et sur l'établissement d'un nouveau quartier, entre guillemets, ou de nouveau logement au Chalet Suisse, parce que ce réseau-là, il ne sert pas qu'à alimenter la caserne des pompiers orange, il va servir dans le cadre d'un développement futur du quartier du Chalet Suisse. On peut quand même se réinterroger d'un point de vue du développement durable sur le fait que ce soit vraiment pertinent d'aller développer la commune de Fugaux de ce côté-là, alors que c'est loin du centre, loin des transports, loin des commerces, etc. Et que aujourd'hui c'est une vraie question en termes de développement durable. Quand on regarde les éléments structurants, par exemple, du PDU, des orientations du PDU, ils encouragent les communes à éviter les quartiers périphériques, loin du centre-ville, etc. Parce qu'on sait que ça va générer des problèmes de transport, des problèmes de déplacement, etc. Donc voilà. Est-ce que vous en êtes où de ce projet de Chalet Suisse? Le projet a fait l'objet d'une OAP, hein. C'est clair, hein. La modification du numéro 5 du PLU. Ouvre à l'urbanisation, en fait, prévoit l'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs-là, comme on l'a fait pour les planes pour le pôle sportif, on l'a fait autour du cimetière pour quelques logements sociaux et les jardins partagés, et puis le quatrième, il y avait une quatrième après, et le terrain de Louvière. Donc, un document d'urbanisme, ça évolue. C'est clair qu'aujourd'hui, il faut répondre aussi. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait construire avant.
quelqu'un qui est vachement placé en haut, là, qui a dit qu'en France, il fallait quand même reconstruire, quoi. Voilà. Donc, on a des terrains qui sont communaux à cet endroit-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pensé utiliser ces terrains-là, pour ne pas avoir une charge non plus pour ceux qui viennent s'installer plus tard, où le foncier va être hors de prix. D'accord? Deuxièmement, pour la distance, je veux dire, quand vous allez à la Fourche, vous allez au chalet suisse, on va dire à 100 mètres près, je pense que c'est la même distance. Hein. Et puis, au centre-ville, dès qu'on fait quelque chose, tout le monde rouspète. On prend l'exemple de Louvière. Hein. Donc, il faut bien trouver des solutions. Et on a besoin de logements sociaux, on a des amendes, donc il faut faire quelque chose. Quoi. Et là, le terrain est à nous. Si vous voulez acheter du terrain chez des particuliers, c'est hors de prix et il y en a très peu. Je partage le constat, mais le fait de développer au chalet suisse, je suis pas sûr que ce soit... Il y aura sûrement du logement social, nous en avons besoin, parce que nous sommes en carence, nous payons une forte amende et on est bien obligé de... La question, elle n'est pas autour des besoins en termes de logement exprimés, donc on les partage. La question, elle est plutôt autour du lieu et de l'opportunité de profiter de terrains communaux, ça va probablement plus vite. Voilà. Réfléchir à ce que peuvent devenir ces terrains-là par rapport à d'autres terrains. C'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. Les 6 hectares du chalet suisse, si on ne les fixait pas avant que ça passe à la métropole, c'est la métropole qui aurait fait 500 logements. Et sinon, tu proposes quoi? Aujourd'hui, je n'ai pas forcément suffisamment d'éléments en termes d'urbanisme, mais ça réfléchirait, une réflexion plus globale. Où est-ce qu'on veut développer le demain? Mais où vous voyez ça? À côté du village et tout ça, pas du centre, c'est où par exemple? Non, mais il n'y a pas beaucoup de lieux. D'accord. Il y a des solutions, il n'y en a pas 50 000, mais je pense que ça se réfléchit par rapport au chalet. Je pense que c'est garanti de l'avenir, justement, d'avoir fixé par une OAP sur ces 5 hectares et demi, pratiquement 6, une urbanisation qui est relativement faible. Hein, quand on dit qu'on va faire 80 logements sur 6 hectares, vous allez dire ça à la métropole, mais ils vont ruer dans les brancards, hein, parce qu'on est loin des logements à l'hectare que demande le PLH. Quoi. On est plutôt à 40 logements à l'hectare, voire peut-être 60. Donc on s'est garanti de ce volet-là par l'établissement de cette OAP, et dans le chalet suisse, sur ces terrains-là qui sont communaux, où on a eu la chance de les récupérer à bas prix, eh bien, il n'y aura pas que du logement. Il y aura aussi peut-être des équipements publics et il y aura sûrement un bassin d'eau qui sera absolument nécessaire à construire pour la ville de Furou. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire un bassin d'eau. Il le faut absolument. J'entends bien vos arguments, quoi. Pas dire que la métropole va faire, la métropole c'est quand même nous, on y siège aussi. Non, c'est pas Bah, sauf erreur, on y siège bien, que je sache. Oui, tu es sur... D'accord. Une voix Voilà. sur 300. Sur 240. Tout le monde vote pour, toi tu votes contre. Moi je ne présume pas, je n'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas ce que la métropole va faire, quoi. Par contre, effectivement... Et nous on le sait. Hein. Ah ben, t'es plus fort que moi, c'est Daniel. Ben oui, mais aussi, on y siège, c'est pour ça qu'on le sait. Quand on te dit qu'ils vont vers 60 logements l'hectare sur l'ensemble de la métropole, je veux dire, n'importe quel terrain qui sera disponible dans les communes, il sera pris et ils appliqueront les 60 logements l'hectare. Oui. Moi c'est vrai, je suis peut-être utopiste, on va souvent traiter d'utopiste. Mais j'ai bien vu que dans mon premier mandat, quand on traitait d'utopiste, ce que je disais, ça a été réalisé à ce mandat-là. Donc parfois l'utopie, c'est la réalité de demain. Bon, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, c'est pas de moi, mais je trouve que c'est très bien. Mais enfin, pour en venir au sujet qui nous préoccupe, effectivement, on dit, ça ne va pas nous coûter cher le terrain puisqu'il est à nous. Mais on va être obligé de faire des infrastructures, on est obligé de monter l'eau, l'assainissement, on est obligé de faire des équipements publics. Donc après, tout ça, ça nous coûte de l'argent. Il va falloir mettre les transports en commun, effectivement. Il faudra faire des trottoirs. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas toujours aussi évident. Et par contre, je vous propose que souvent... Même si on achetait les terrains, il faudrait faire ça aussi. Hein. Alors, j'ai pas terminé. Oui, mais oui. Donc parfois vous dites qu'on ne propose pas. S'il y a des propositions, on a des terrains qui sont pas très loin, qui sont utilisés effectivement
ben, moi je vois bien, comme il y a le CCF là-haut, mettre plutôt des services techniques. Ça éviterait justement de faire des équipements publics, ça ferait plus d'espace, justement tout à l'heure on en discutait, les services techniques ont besoin d'espace, et ça permettrait à la place ici de faire des logements qui sont à côté du centre-ville. En zone inondable, c'est très bien. En zone inondable, c'est... Les services techniques sont en zone inondable? Ah, ben oui. Alors je vais vous expliquer. Ça n'a pas empêché à la barque de faire des logements en zone inondable. Alors vous n'allez pas me dire... Ils ne sont pas en Ah, il y a plusieurs zones, il y a la zone rouge, il y a la zone bleue, la zone oui. jaune. Alors, Donc, il y a plusieurs zones. oui, alors dites-moi quelle zone c'est, services techniques? La zone des services techniques, ils sont en rouge, bleu et jaune. Voilà. Les trois. Donc les logements sociaux à la barque, Ils c'est sont en en zone rouge. jaune. Ils sont en jaune. Bon, on va pas recommencer le débat Ok. de vous signer des permis illégaux. Moi je l'entends tous les jours. Ça. Très bien. Non mais attaquez-nous alors quand ça fait des permis illégaux. Mais faites-le. Mais faites-le une bonne fois pour toutes. C'est clair. Hein? Parce qu'il y a un moment donné, on entend tout et n'importe quoi. Ils signent encore des permis illégaux. Hein? Parce que c'est une zone inondable. Oui, il y a une zone inondable où on permet des installations d'habitation à condition d'avoir 50 cm sous le premier plancher de vide. Tout simplement, c'est pas nous qu'on a fait la loi, c'est la DTTM, c'est la préfecture. C'est pas nous qu'on l'a fait. Alors, pour tout ça clair, moi, j'ai jamais accusé la mairie d'avoir... C'est ce que tu es en train de dire. Pas du tout. Pas du tout. J'ai juste dit que... Ça m'a permis de le dire aussi. Ah, mais... Hein? D'accord, mais pas à moi. Pas à moi. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des solutions techniques qui permettent, comme tu viens de l'expliquer, de construire. Pas sur du rouge, on n'a pas le droit. Du rouge, on n'a pas le droit. Bon. Il y a une partie qui est en rouge, mais pas la totalité. Non, la partie rouge, elle n'est pas construite. On ne peut rien faire dessus. D'accord. Voilà. C'est sur la partie jaune. Voilà. Et j'ai bien entendu que le service technique, là-haut, il y avait des parties qui étaient en... Tout n'était pas en rouge, donc on peut construire. Voilà, c'est juste là. Et je ne fais pas de procès d'intention, rien. On fait faire des logements sur la route, laissez-moi te dire, c'est pas non plus quelque chose de fantastique non plus. Alors justement, ça fera des questions orales de tout à l'heure. Quand on est sur la route, si on fait une route où on fait une limitation de vitesse, c'est quand même tout à fait vivable. Et c'est pas une nationale ni une autoroute, nous sommes d'accord. Donc parfois, il y a des choix qui sont peut-être pas évidents, plus complexes, mais qui permettent de maintenir une vie de village. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Plutôt que d'aller mettre effectivement des gens là-haut, qui pour moi seront très bien, mais seront à l'extérieur du village. Après, la route qui est donc du bord de service technique, ça appartient au conseil départemental. Donc, on n'a pas la main dessus. Bon, de toute façon, peut-être ta maison est en zone inondable aussi. Hein. La mienne, elle l'est sûrement. Hein. Ça fait partie Et on l'a vu. On l'a vu sur l'étude. Quand on parle d'équipement public au Chalet Suisse, ça fait partie, les services techniques font partie des équipements publics, tout simplement. Il peut y avoir autre chose aussi. Voilà, alors tu vois, oui, mais il y a longtemps qu'on y a pensé, mais bon. Eh bien alors, on ne l'a pas dit. Plutôt que de me laisser argumenter pendant un quart d'heure, tu vas le dire de suite. Hein. On ne peut pas mettre du logement. Bien. On a voté celle-là? Non, il faut qu'on la vote. Donc on a mis à l'avenant numéro 2. Avec la métropole, qui est pour? Merci. Alors, si nous avons 5 minutes, nous passons au question oral. Monsieur Dubu veut bien commencer. On va répondre à une. Oui, oui. Oui, je voulais juste préalable, effectivement, vu que j'ai un peu d'expérience du conseil municipal, je voulais rappeler que lors de mon premier mandat, les questions orales qui sont écrites, même si légalement il n'y a pas, on n'est pas obligé de débattre, sur le mandat, le maire nous permettait, nous, la minorité, de discuter et de débattre sur les questions. Voilà, c'était juste une remarque, parce que effectivement, la dernière fois, on m'a dit « Ah ben non, il n'y a pas de discussion ». Mais
Non, on ne débattait pas. Le précédent mandat, je l'avais vu avec Jean débattre à propos des questions orales. D'abord, il n'y en avait pas. Alors, je n'avais jamais vu avec Jean. Hélène, si tu me permets, mais je t'en prie. J'étais élu, et si tu veux, c'est toi qui posais les questions. Voilà, c'est moi qui posais les questions, effectivement, parce que j'étais tout seul. Et c'est vrai que Jean me permettait, souvent, de sur les questions orales. Pas sur les questions orales. Ça, c'est clair. Il n'y avait jamais de... Alors, j'insiste. Non. Parce que... si, j'ai le droit d'insister. Non, mais il n'y avait pas de... Jean me permettait de discuter, même si après, il disait à un moment, bon là, ça suffit, on rentre. Voilà. Et ça, je m'en rappelle très bien. Pas sur les questions. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas des enregistrements, mais moi, je m'en rappelle très bien. Voilà. Et puis même, rien n'empêche, dans ce nouveau mandat, Madame le maire, de changer la règle. Merci. Bon, je vais poser mes questions, donc je ne vais pas tous les lire parce que... il n'y en a que 2. Même si c'est des questions... Alors, c'est Hervé qui commence? Oui. Bien. Alors, la parole. Hélène dit qu'il n'y en a que 2. Oui, oui. Donc, comme vous savez... On ne va pas répondre à tout, hein, on va répondre à 2. Et... Oui, mais voilà. c'est... Allez, allons-y. Donc, comme vous avez bien vu à l'introduction, aujourd'hui c'est le jour du dépassement, quoi. Donc, tout ce qui est environnement, cadre de vie, je pense que les Fluvelins sont de plus en plus sensibles là-dessus. Ne serait-ce que les dernières élections, on s'en est aperçu. Et donc, je souhaiterais, enfin, les gens aussi, c'est une demande des citoyens, de faire comme s'il a été fait dans la ville de Bègles, c'est-à-dire de limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur tout l'ensemble des voies. Pardon? C'est pas respecté. Non, on n'a pas de débat. Oui, allez, allons-y. Mais non, Madame la maire a le droit de s'exprimer. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et effectivement, c'est quelque chose de sécurité publique. C'est vrai que ça réduit les nuisances pour la pollution, c'est une chose, de l'air, mais surtout pour le bruit. Donc il faut, et là je pense que vous allez être conscient, ne serait-ce que dans le hameau de la Barque, on sait très bien que la vitesse fait énormément de bruit. Et comme on en parlait tout à l'heure, là, des maisons qui sont au bord des routes, effectivement c'est un problème. Donc c'est une mesure qui réduirait la pollution de l'air, qui réduirait aussi les nuisances du bruit, et qui préserverait bien sûr du coup, la santé de nos citoyens. Voilà, et ça, je pense que ça peut être appliqué dans tous les hameaux, justement, où il y a une densité de population et de construction importante. Ça, c'est quelque chose de sécurité publique et effectivement d'amélioration du cadre de vie et de santé publique aussi. Donc ça, c'est ma première question. Alors, nous passons, donc la ville de Bègles, elle a d'abord beaucoup plus d'habitants que nous, et elle a eu un maire très connu qui s'appelait Noël Mamère, qui doit être parmi tes copains. Voilà. Bien. Donc, Jean-Paul, qui est l'adjoint à l'environnement, va te répondre. Voilà. Donc, la commune de Fluveau, qui n'a, donc, on vient de le dire, rien de comparable avec la commune de Bègles, a sa propre politique en termes de fluidité de circulation et de limitation de vitesse. Déjà, et depuis plusieurs années, nous avons limité à 30 km/h les espaces et voies à proximité des établissements scolaires et des zones résidentielles. Au cœur de l'agglomération, nous sommes allés plus loin et avons limité la vitesse à 20 km/h par le procédé de zone de rencontre. Par ailleurs, nous croyons fortement à la fluidité sur les principaux axes de circulation, car c'est dans des carrefours à feu que la population est la plus importante du fait de l'arrêt et du départ... Que la pollution, pardon. Et la population aussi. Et la plus importante du fait de l'arrêt et du départ des véhicules. Enfin, dans le but de sécuriser l'espace public, la commune, chaque fois qu'elle requalifie sa voirie, a pris le parti de réduire la largeur de circulation pour laisser plus de place aux espaces dédiés aux vélos et aux piétons. C'est dans ce même esprit qu'une réflexion a été engagée par rapport à la route départementale 96 qui traverse le hameau de la Barque, mais qui ne pourra être aménagée en véritable boulevard urbain qu'à l'issue des travaux de réalisation du barreau. Deuxième question. Pour les questions suivantes, au forum en septembre. Non, la question numéro 3. Allez, la question numéro 3, tu veux bien répondre? Ah oui, c'est sur les arbres, allons-y. Allez, vas-y. Je ferai quand même une remarque, même si je n'ai pas le droit, à la Barque, il y a une école et il n'y a pas les 30 km/h. Bon, je passe à
Deuxième question, charte de l'arbre sur FUVO. Bon, toujours dans l'environnement et cadre de vie, je trouve que c'est important, avec l'urgence climatique, qui a un rapport avec l'urgence sociale, bien sûr, quoi. On voit que l'arbre, c'est ce qui peut nous sauver. On le voit bien avec les canicules qui ont sévi depuis un mois. Donc je sais que Aix-en-Provence n'est pas une ville comparable à FUVO, d'accord, comme Bègles d'ailleurs, bien sûr. Cependant, quand ils font des bonnes idées, même si ce n'est pas des villes identiques aux nôtres, je pense qu'on peut prendre modèle sur eux. Donc ce que je propose, c'est d'éditer une charte de l'arbre, comme ils ont fait sur Aix-en-Provence, avec les objectifs. Déjà faire prendre conscience du rôle de l'arbre dans la ville, en particulier avec la perspective du réchauffement climatique. Juste pour information, une route abritée des arbres, on mesure la température du goudron comparée à une route où il n'y a pas d'arbres, c'est 20 degrés de différence. Énorme, 20 degrés. Voilà. Donc rien qu'à savoir ça, on devrait planter des arbres partout. Après, faire prendre conscience de l'évolution des connaissances de la vie sur l'arbre, parce que bien sûr, un arbre, un arbre, ça vit, ça évolue, donc il faut le suivre. Faire évoluer et adapter les pratiques tout en perpétuant ce qui est positif, ce qu'on parlait tout à l'heure avec le gazon. Donc maintenant, il y a du gazon qui est beaucoup plus résistant, qui demande beaucoup moins d'eau. Donc pour les arbres, bien sûr, il va falloir adapter en fonction du changement climatique. Préparer l'avenir en raisonnant au renouvellement nécessaire, le choix des essences, ce que je dis, le mode de plantation, le choix des sujets et les lieux de plantation. Changer de paradigme, remettre l'arbre, être vivant, difficilement dépassable, au cœur de la décision concernant l'espace public. Chaque fois qu'on fait une opération dans l'espace public, pensez à l'arbre. Et faire de l'arbre un des vecteurs de la nature et de la biodiversité en ville. Ça aussi c'est important, avec de la végétation, la biodiversité est protégée. Et mettre en place, bien sûr, des outils de communication vers un public de plus en plus intéressé et concerné par l'arbre et la nature en ville. Et ça, tout le monde est d'accord, on s'en aperçoit. Et je ne vais pas le redire pourquoi, on l'a encore vu il y a 2 ou 3 mois. Merci. Alors, on va commencer par supprimer les papiers, là, comme on disait à l'instant, ça sera aussi une bonne entrée en matière. Donc la réponse que nous faisons par rapport à FUVO, donc la commune considère que le développement urbain doit désormais œuvrer pour une réconciliation entre la nature et la ville. C'est une des raisons pour lesquelles des actions ont déjà été engagées sur la commune, comme la mise en place d'un projet de végétalisation des espaces verts dans le village, la réalisation d'un atlas de la biodiversité confié à l'association Colinéo, ou bien au renoncement depuis de nombreuses années à l'utilisation des produits pesticides sur nos espaces verts. La mise en place d'une charte de l'arbre de FUVO viendrait effectivement compléter les actions déjà entreprises. Mais à notre avis, cette charte de l'arbre devrait être déclinée à l'échelon du territoire, comme par exemple sur le territoire du Grand Lyon, et rassembler tous les acteurs du territoire dont les actions, les métiers ou la sensibilité sont en lien avec la question de l'arbre en ville. Remarque, si le maire le permet. Effectivement, je suis d'accord sur la réponse. Par contre, on n'a plus le temps d'attendre. Et je pense que FUVO peut être aussi précurseur sans attendre que la métropole s'y mette. Merci. Monsieur Lévy. Moi, j'aurais à vous poser une toute petite question, même si elle est hors conseil municipal. Je voudrais simplement savoir pourquoi, en bas de chez moi, donc au chemin du Chouan, le petit triangle de gazon est arrosé à midi. Est-ce que c'est pas une erreur de programmation? Parce que moi je trouve que c'est bizarre, alors qu'il fait très chaud, d'arroser à midi. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est arrosé à midi? Moi chez moi j'arrose à 21h. On va en parler au service technique. Voilà. Parce que... En bas de chez moi je vois les asperseurs qui marchent. Mais moi, il me semble que midi, c'est pas bon. C'est peut-être une erreur de programmation. Le programmateur, il fait des règles chaque fois qu'il y a une coupure de courant. Mais je me suis posé la question. Voilà. Ça fait partie d'une tournée sur un an? Non. C'est bien d'une synergie. Pas normal, tout à fait d'accord.
l'arrêté préfectoral interdit de... Monsieur Élu, si vous voulez. Le bilan social constitue une obligation légale initiée par un ensemble de textes, l'article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, le décret 97-443 du 25 avril 97 et un arrêté du 28 août 2017, fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport de l'état de la collectivité. Toutes les collectivités et établissements publics sont soumis tous les 2 ans à cette obligation, y compris celles qui n'emploient aucun agent. Ce bilan a-t-il été établi pour notre commune pour 2018? Si oui, pouvez-vous nous le transmettre et prévoir un échange lors d'un prochain conseil municipal? Sinon, comment expliquez-vous le non-respect de cette obligation légale et quand comptez-vous résorber cet écart? Alors, ce bilan, nous le faisons chaque année. Mais normalement, ce n'est pas un conseil municipal qui doit être débattu, mais la commune établit effectivement le bilan social, comme le prévoit la loi, et celui-ci est présenté et débattu au sein du comité technique paritaire. Et c'est ce qui se passe chaque année. Nous présentons le bilan social et il a été fait comme toutes les années. Donc le prochain bilan sera présenté au comité technique en 2020. Mais ce n'est pas un conseil municipal qui l'est présenté, c'est un comité technique. Donc avec les fonctionnaires de la commune qui siègent au comité technique. Et il n'est pas consultable, n'est-ce pas? Pardon? Est-ce qu'il est consultable quelque part? C'est Kéra qui le fait, hein, et nous le disons chaque fois. Oui, oui. Il est fait. Les faits, je l'entends bien, mais est-ce qu'il est consultable? Bien sûr que si. Toutes les réunions de CAP ou de CT sont consultables. Oui, oui. Il y a un compte rendu. Hein. Il y a un compte rendu qui est fait et il est fait chaque année. Merci. Voilà. Non. Pardon? Donc pour la question suivante, nous répondrons en septembre. Merci. Bonne soirée et bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de partir.